Bonjour, c'est Drawer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis assidu. Vous me voyez quelques jours après de ma vidéo précédente. Vous m'avez donné envie de continuer avec vos commentaires qui étaient hyper sympas. Je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre, évidemment. Et puis, ça m'a fait plaisir, en fait, de vous lire, tout simplement. Merci. Donc déjà, aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt Terrifier, parce que je vais vous parler de Terrifier. Et d'ailleurs, vous pourrez aller sur Instagram, parce que bientôt, je vous fais gagner des places pour Terrifier 3. Merci Shadows de me les avoir envoyées. Donc Instagram, Drawer TV, tu me follow et tu pourras suivre l'avancée de ce concours, qui n'est pas encore mis en place, hein, donc on patiente. Terrifier 3 a eu son avant-première à Paris il y a pas longtemps. Il y a des gens qui l'ont vu. Moi, je l'ai pas encore vu. J'attends sa sortie qui va sortir mercredi là dans les salles. Il a écopé d'une interdiction au moins de 18 ans, ce qui n'était pas arrivé depuis Saw 3, si je dis pas de bêtises, en 2006. Donc quand même. Alors c'est pas cool pour Terrifier 3 parce qu'il se met pas mal de jeunes ados et non pas adolescents. Ta gueule. Une certaine population ne pourra pas voir ce film en salle et c'est dommage parce que, enfin, je veux dire, les adolescents peuvent aller voir Terrifier 3, c'est du gore, c'est décomplexé et c'est surtout, ça se prend pas au sérieux. J'avais montré Evil Dead 2013 de Fede Alvarez à mon neveu de 15 ans, ça lui a rien fait, hein, alors qu'il est ultra gore quand même. Et il se prend au sérieux, un peu quand même. Donc là, Terrifier 3 se passe a priori pendant la période de Noël, parce qu'on peut voir Art le clown avec son petit bonnet de Papa Noël. On retrouve plus ou moins pas mal les mêmes acteurs, notamment Lorraine Lavera, qui était dans le 2. Le 2 qui était trop long. Bon, il y avait plein de trucs fun, mais ça se répète inlassablement, c'est tout un peu la même chose. C'est gore, mais le truc de la Scream Queen qui devient une espèce de super-héros à la Marvel, j'étais là, mais qu'est-ce qui se putain de passe? Le 1 est excellent, je trouve que le 1 part sur un personnage de Boogeyman qui a des pouvoirs un peu surnaturels, mais qui en même temps est hyper ancré dans le réel, dans cette espèce de hangar, et qui coupe des meufs en deux en partant par le haut, et elles sont suspendues à l'envers, ça passe par la schneck, ça coupe au milieu, c'est dégueulasse, mais c'est très drôle. Enfin, très drôle, moi ça me fait marrer en tout cas, parce que c'est hyper too much. Dans le 2, il y a plein de trucs qui sont cool aussi, notamment le rapport à la télé et tout ça. J'aime beaucoup Art le clown, hein, c'est un personnage très sympa. Par contre, le film est trop long. Le film est trop long, au bout d'un moment on s'emmerde, c'est censé être un condensé de gore, de fun, il faut que ça soit efficace. Et là il y a plein de moments où c'est pas efficace du tout. Et j'ai un peu peur de ça pour le 3 qui dure quand même 125 minutes, ce qui est trop long, encore une fois, pour un film de splatter et de gore comme ça. J'attends de le voir. Je suis curieux, toujours curieux de voir un Terrifier. J'ai vu qu'il y avait le Terrifier 4 qui était déjà en préparation, en même temps il est super populaire. Et quel coup de pub, quoi, que cette interdiction au moins de 18 ans, ça fait parler du film. Bon, voilà, c'est peut-être, ça met peut-être pas mal de gens sur le côté, mais ça fait de la pub pour le film et ça c'est bien. Enfin, en tout cas, c'est bien. C'est un film qui doit son succès beaucoup au buzz qu'il a fait et aussi, bon, évidemment, le film est quand même hyper bien foutu en termes de réal, en termes de photos, en termes d'iconisation du Boogeyman et tout. Donc, ouais, il a du mérite, Damien Leone, donc le réalisateur. Je suis allé voir Joker Folie à 2. Joker 2, j'avais énormément aimé Joker 1. Le film me parle parce que, bon voilà, moi je suis comédien, tout ça, qui a pas percé. J'ai un peu ce rapport au fail et tout, parce que j'étais allé et tout sur... je dis beaucoup et tout, mais je suis allé chez Ruquier, France 2, j'avais fait On ne demande qu'à en rire, gros four, c'était mes débuts de scène, j'avais commencé le théâtre genre 3 mois avant et je m'étais inscrit à ça comme un débile alors qu'il faut vraiment, c'est un métier en fait, humoriste, et j'y suis allé pour m'amuser et au final c'était pas amusant du tout, mais bon c'était une bonne expérience, hein. Toute expérience est bonne à prendre, mais Catherine Barma, Jean Benguigui qui te juge, t'as envie de leur tirer une balle, un peu comme Joker fait à De Niro dans le 1. Donc tout ça pour dire que ça me touchait, l'histoire d'Arthur Fleck. Et dans le 2, on a Arthur Fleck qui est, toujours joué par Joaquin Phoenix et qui retrouve Lady Gaga, qui trouve Lady Gaga parce que dans le 1 il n'y était pas. Lady Gaga qui joue Harley Quinn. J'adore Lady Gaga, j'aime bien sa musique. Voilà, personne ne va me juger, vous me jugez, c'est ça. Man is not trying. Voilà, je ne sais pas chanter. Joaquin Phoenix ne sait pas chanter non plus et pour autant il le fait quand même dans cette comédie musicale qui est Joker 2, parce que ouais, ça chante beaucoup trop. D'ailleurs, ça c'est un peu du spoil, mais à la fin il lui dit Lady Gaga, laisse-moi parler, arrête de chanter tout le temps.
et je pensais exactement la même chose. Lady Gaga joue Harley Quinn, mais on voit pas Harley Quinn en fait. On voit pas le personnage d'Harley Quinn, on voit Lady Gaga en permanence. Elle a été embauchée évidemment pour ses talents de chanteuse, mais elle chante tout le temps. Elle a la voix de Lady Gaga qui est reconnaissable parmi plein d'autres. Et le personnage n'est pas fou, quoi. Le personnage d'Harley Quinn a un petit moment de folie à un moment, mais de manière générale, c'est pas dingo, quoi. Puis même Arthur Fleck, il sombre pas autant dans la folie que dans le premier. Alors évidemment, faire une ressucée du 1, ça n'avait aucun intérêt. Donc c'est bien d'avoir pris le choix de faire une comédie musicale pour le deuxième. Mais l'histoire du Joker est en prison en fait, et c'est son procès, et c'est savoir quelle est la différence entre Arthur Fleck et le Joker. La fin m'a déçu, je vais pas vous la spoiler évidemment, mais la fin m'a déçu. C'est une proposition qui laisse ouverte à l'interprétation. Ça donne pas de lien entre Joker et Batman, alors que dans le premier il y avait un petit lien quand même, parce que dans le premier on voyait les parents de Bruce Wayne qui étaient assassinés à cause du Joker. C'était pas nécessaire. Le film dure 2 heures, plus de 2 heures. Bon, ça passe vite quand même. Je l'ai vu en IMAX. L'IMAX n'est pas nécessaire non plus parce que, voilà, mis à part un moment qui est sympa. D'ailleurs, il y a un petit lien avec les films de DC, avec l'avocat qui est Harvey Dent, double face, quoi. Bon, ça c'est sympathique quand on connaît, mais ouais, enfin, il y a le Joker, il s'allume des clopes tout le temps, ça se répète. Ça se répète beaucoup. Honnêtement, j'ai été très déçu de cet épisode. Bon, je suis pas le seul, hein, clairement. C'était pas nécessaire. C'était pas du tout du La La Land. C'était plus Star is Born, finalement. Parce qu'on voit beaucoup trop Lady Gaga. Et d'ailleurs, Lady Gaga qui va voir Arthur Fleck dans la prison. Elle rentre, elle sort comme elle veut. Ouais, non, j'y croyais pas du tout. Bref, je voyais Lady Gaga tout le temps. Aucunement Harley Quinn. Alors après, la réalisation est top, hein, toujours Todd Phillips. Il sait tenir une caméra, la photo est vraiment belle. Mais le film en tant que tel, sur ce que ça raconte, c'est... ça casse pas 3 pattes à un canard. Bon, un peu déçu sur ça. Après, j'ai vu la plateforme 2, qui est sur Netflix, qui est arrivée il y a quelques jours. J'avais beaucoup aimé la plateforme 1, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Dans la plateforme 2, donc la plateforme 2 est un préquel, ça se passe un petit peu avant la plateforme 1, et ils font des liens avec la plateforme 1, voilà, un petit peu, mais surtout dans celui-là, c'est un peu comment gérer la plateforme, sachant qu'ils ont tous les prisonniers ont un plat qu'ils choisissent avant de rentrer dans la plateforme, et ce plat arrive sur la plateforme qui monte, qui descend plutôt, et qui les livre ce plat, donc qui leur livre ce plat. Si tout le monde se conduit bien et n'est pas égoïste, tout le monde a son plat. Sauf que quand on arrive vers les étages 40, il y a déjà des gens qui ont pris des plats en plus et ça part en couille. Donc il y a des gens, il y a des prisonniers qui se sont mis en espèce de groupe syndical. Je fais que cracher, c'est dégueulasse, c'est les chutes du Niagara ou quoi, mec. Hydrate-toi avant de faire la vidéo, hydrate-toi. Ils se mettent en espèce de conseil syndical et ils vont casser des gueules aux gens qui ne respectent pas les lois. Parce qu'il y a des lois qui ont été mises en place dans la tour, quoi, dans la plateforme. Notamment, tu manges que ton plat. Si quelqu'un déconne, tu peux aller le taper, mais tu descends pas 2 étages plus bas, etc., etc. Il y a plein de trucs. Et il y a l'intégration d'enfants. Alors au début du film, on voit des enfants qui sont en train de danser autour d'une pyramide. Ils jouent au toboggan et tout. Et on voit qu'il y a un enfant qui est en haut, qui fait ouais, moi je suis en haut du toboggan. Puis après c'est le bordel. Les enfants s'écoutent pas entre eux. Bon, déjà que les enfants c'est beaucoup le bordel entre eux. Imagine les adultes. Là, on suit une femme qui va du coup essayer de faire régner cette loi. Enfin, faire régner cette loi. Elle va subir cette loi et elle va aller à contre-courant de cette loi. Et on va en apprendre un petit peu plus sur la plateforme. Donc le final de la plateforme, je l'ai trouvé vraiment très sympa au niveau des symboliques, et on apprend des trucs sur comment ils font pour placer les gens, sachant que je crois que c'est tous les mois que la plateforme se reset et qu'on est replacé à des endroits différents. Là, ça donne une réponse sur ça. En termes de gore, c'est assez généreux. Il y a pas mal de têtes qui sont coupées. Après, je trouve qu'au niveau de la bouffe et de... Ouais, parce que on avait ce truc sur la bouffe, et je viendrai sur notre film, et le côté... très organique du fait de manger, c'est des gros porcs et tout. On le retrouve pas trop dans celui-là. Je trouve que la photographie est moins bonne que dans le premier. Ouais, au niveau de la réal, c'est pas dingo, franchement. Esthétiquement, ça m'a pas emballé, et les personnages sont pas aussi attachants que le premier, mais le film reste ok. C'est pas un chef-d'œuvre. Clairement, c'est
on perd comme dans le Joker, on perd de l'intérêt du premier. Faut pas dire que toutes les suites perdent en intérêt. Il y a plein de films qui au contraire rajoutent à la mythologie. Celui-ci, il est dispensable, mais ça reste un bon moment. Pour un film Netflix, ça reste un bon moment. Sachant que le catalogue Netflix, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je trouve qu'il est vraiment pauvre. Il y a des trucs marrants sur la racine carrée de -1. J'ai regardé, j'ai tapé dans le chat GPT racine carrée de -1. J'ai appris plein de choses. Je suis une brêle en maths, mais là j'ai appris qu'il y avait des nombres imaginaires et tout. Bref, il y a quelques trucs intéressants, avec les quelques règles, notamment genre si tu manges pas ton plat, tu peux pas le laisser à celui d'en bas, il le jette. Tu fais pourquoi tu jettes un plat, mec? C'est du gaspillage, il y a peut-être des enfants en Afrique. Non, je vais pas partir sur ce sujet-là. Mes parents me disaient beaucoup quand je mangeais pas mon plat qu'il y avait des enfants en Afrique qui n'avaient pas à manger. Et ouais, pas trop ce que je pouvais faire pour eux. Si je leur envoyais par la poste, ça allait périmer. Bon bref, parenthèse refermée. Et du coup, je me suis posé la question, parce que comme ils choisissent leur plat, quel plat moi j'aurais choisi? Je me dis, est-ce que j'aurais choisi des frites? Parce que j'adore les frites, c'est vraiment mon plat signature, c'est les frites. Mais des frites froides, c'est comme les frites que tu mets, tu sais que tu vas au kebab, le mec il te met des frites dans un papier d'alu et tes frites sont molles. Les frites molles, jamais ça. Les frites surgelées, moi je suis ok. Alors ceux qui me disent, il y a que les frites maison, mais t'as pas envie de te faire des frites maison quand tu rentres le soir, que t'es crevé, que t'as envie de manger, que t'es bourré, tu te fais des frites surgelées. Je me suis acheté une petite friteuse là, à 100 balles, bam, frites surgelées. Ah oui, les frites sans huile là. Ni ta race, les frites sans huile. C'est dégueulasse, ça met 30 minutes à cuire, un enfer. Mais avec le prix de l'huile, est-ce que c'est une vidéo sur l'huile de friteuse? Peut-être. Peut-être. Donc du coup, qu'est-ce que j'aurais choisi? J'aurais choisi des nuggets, je pense. Ah non, c'est pas bien les nuggets. Non, les nuggets, non, c'est froid, c'est froid. Quand c'est froid, c'est bon quand même les nuggets. Si. Probablement des nuggets. En tout cas, pas de la salade, ça c'est sûr. Plateforme 2, du coup, réalisé par Galder Garzelurrutia, enfin finalement un film espagnol. Je voulais vous conseiller un film espagnol et un réalisateur que j'ai découvert au Festival du film fantastique de Strasbourg. Le réalisateur s'appelle Aritz Moreno, réalisateur espagnol. Il avait fait le film qui s'appelait Flies, donc les mouches. Le nom VO, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était Morenas ou tout, je sais plus. Je suis pas trop espagnol finalement. On retrouve l'excellent Luis Tosar. Donc Luis Tosar, c'est l'acteur qui avait joué dans Malveillance, que vous devez voir si vous n'avez pas vu. Excellent acteur espagnol. Il faut que je vois sa filmo. Je suis en train de regarder. Là, il a l'air d'avoir fait des trucs incroyables. Celui-là s'appelle Les avantages de voyager en train. Advantage of traveling by train. Ventajas de viajar en tren. Et je vous raconte l'histoire. Et donc c'est le cinéma espagnol. Je vous avais parlé donc dans un short. J'enlève mes crottes d'œil en même temps, mais je vous avais parlé dans un short d'un film qui s'appelait La table basse. Où c'est en gros un gars, il récupère une table basse soi-disant incassable, il met un bébé dessus, il met son bébé dessus, le bébé traverse la table basse et tue le bébé. Excellent. Donc cinéma espagnol, en gros c'est de la comédie noire, c'est de l'humour noir et ça va toujours plus loin dans le drama. Et celui-là, donc les avantages de voyage en train, c'est un peu le même principe. En gros c'est au début du film, il y a un gars qui touche son caca avec un bâton. Sa femme le fout en asile. Normal, si tu vois quelqu'un tu rentres chez toi qui touche son caca avec un bâton, tu le mets à l'asile. Et elle prend le train après et rencontre un gars qui travaille à l'hôpital. Il lui dit, ouais, je suis soy el profesor del hospital psychiatrico y me llamo Javier. Et il ne s'appelle pas Javier, mais je suis dans le cliché. Et je peux te parler, je peux te parler, en gros, je vais arrêter cette imitation rocambolesque et vraiment déplacée. Il lui dit, écoute, je t'ai vu et je peux te parler d'autres patients que j'ai, tout ça. Ça fait de la digression, ça fait des digressions tout le temps. Ça digresse, et on est dans un flashback, et on rencontre des persos complètement fous. Les histoires sont folles, il y a un rythme incroyable. Le film est trop bien, regardez-le, il est de 2019. J'ai passé un super moment et il y a des moments, en fait c'est comme une petite anthologie de courts-métrages finalement qui s'imbriquent tous entre eux avec un fil rouge. Notamment une femme qui se fait transformer un peu en chien. Si vous avez vu le film, c'était quoi? C'était Lone Boy, un truc comme ça. C'était Good Boy, un film où pareil t'as un gars qui a pour animal de compagnie un humain qui fait le chien. Et là c'est pareil, elle devient un animal de compagnie humain qui fait le chien. Et ça part en sucette, c'est trop bien. Et il y a des moments hyper gore en plus. Enfin, franchement,
Film inconnu de 2019, vous me remercierez plus tard. Deux autres films que j'ai vus récemment, j'ai vu La Grande Bouffe, donc La Grande Bouffe avec Marcello Mastroianni, que j'avais jamais vu dans un film, Mastroianni, et j'avais pas mal entendu parler de lui, notamment dans une chanson qui faisait Marcello Mastroianni, va te faire enculer, nanana, va te faire enculer. Alors j'aimerais bien retrouver cette chanson parce que j'aimais beaucoup. Marcello Mastroianni, va te faire enculer. Alain Delon, va te faire enculer. David Douillet, va te faire enculer. Bref, apparemment ça a pas l'air d'être un chic type, mais bon, je n'en sais pas plus. En tout cas, j'ai vu le film parce qu'il paraît que c'était un film un peu déviant sur le fait de manger. Je l'ai vu avec les copains, David et Adrien, je les embrasse. Et voilà, par rapport à la plateforme, comme je vous disais, le fait de manger organiquement et faire un film un peu aussi dans Salaud, il y a ce truc-là. Il bouffe et c'est dégueulasse. Il chie, il pète dans La Grande Bouffe. Et ben en fait, c'est pas si transgressif que ça. J'ai été assez déçu. C'est assez drôle. C'est trop long, encore une fois. Il dure 130 minutes. Trop long pour ce genre de film. Il aurait pu faire un repas et regrouper toute l'absurdité du truc. Et il y a il y a les putes. En gros, c'est des gars qui commandent à bouffer. Ils se font à bouffer pendant plusieurs jours pour se suicider à petit feu en mangeant. Et ils commande des prostituées, et donc c'est un peu sexe, bouffe, drogue, alcool, tout ça. Il y a plein de trucs intéressants, hein. Michel Piccoli, le goth, il est trop fort dans ce film, par contre, il relève vraiment le niveau. Personnage qui fait de la danse, qui est habillé en rose avec des trucs moulants, qui lui moule les tétons, qui pète, il fait de l'aérophagie, mais il n'en peut plus. Mais au niveau de ses expressions faciales, c'est excellent. Donc le film La Grande Bouffe est un film à voir quand même, parce que voilà, Marco Ferreri donc, mais pas aussi transgressif que ce que j'aurais cru. Parce que pour un film des années 70 qui avait fait un gros tapage à l'époque à Cannes notamment, je me suis dit bon en même temps Cannes c'est des culs serrés, donc voilà. Animals, film de Nabil Ben Yadir, donc c'est un drame. Alors en fait j'ai décidé de vous parler de ce film sans vous en parler dans les détails, juste regardez-le. Attention quand même, c'est un film à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est quand même très violent, c'est très perturbant, mais voilà, je veux pas vous dire de quoi il retourne vraiment. Regardez-le, laissez-vous surprendre par le film. En tout cas, il y a un vrai propos contre l'homophobie, évidemment. Et ouais, c'est un film choc. Moi, il m'a laissé sur le cul, il m'a laissé choqué. Donc voilà, ce film est à voir. Juste regardez-le, si vous voulez quelque chose d'un petit peu transgressif dans la lignée d'un film de Gaspard Noé, avec moins de talent à la caméra, mais quand même, dans le propos, en tout cas, c'est quand même quelque chose de fort et d'impactant. Regardez Animal et voilà, vous ne me remercierez pas pour le coup plus tard. Le film a la décence de durer 1h30. La fin est pourrie, la fin est ratée, la fin est nulle quoi. Je peux pas vous la spoiler, mais il y a un retournement de situation et on se dit ouais so what quoi, c'est pas, ouais non ça marche pas. La fin ne fonctionne pas. On est sur quelque chose d'extrêmement dérangeant. Vous allez pas être bien. C'est un film qui va pas vous mettre bien. Ne le regardez pas avec des jeunes, évidemment, avec des jeunes, des trop jeunes, mais ça peut être une bonne initiation au harcèlement et à la portée du harcèlement. C'est terrible cette histoire, ça m'a vraiment remué, mais celui-là est assez peu connu, 2000 vues sur Letterboxd. Suivez-moi sur Letterboxd, hein, toujours, Drawer, et vous aurez ma critique un peu plus en détail, mais pas assez de gens l'ont vu, et pourtant c'est très très bien noté, une moyenne de 3,5 sur 5, ce qui est pas dégueu. Et j'ai vu aussi Portrait d'une jeune femme en feu, bon si vous voulez mon avis, il est sur Letterboxd. Ce film m'a outré, puis là vous allez dire ouais mais t'es mec, tu peux pas comprendre, je vois pas pourquoi on ferait des films que pour les meufs. Sachant qu'il y a aussi des mecs qui veulent regarder des films, et inversement, ouais non, pourtant je suis sensible à l'art, mais là, ça m'a énervé. Et sur Letterboxd, ils ont mis un truc, t'es même pas obligé de noter en étoile, tu notes avec des flammes, c'est-à-dire qu'ils ont fait une fiche spéciale pour Portrait d'une fille à feu, et le film, ce qui me rend fou, est noté 4,4 sur 5. C'est une escroquerie, ce film. Ah, ça m'énerve. Je prends feu. Ah là là, Portrait d'un jeune homme en feu. Voilà, nique. Cette vidéo est terminée, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, je suis très content quand vous me laissez des commentaires, donc laissez-moi des commentaires, mettez un like, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, avant de partir, je serai à Nantes, à l'absurde séance de Nantes, je vais y arriver, du 10 au 13, là, du 10 au 13 octobre, je présente des films avec Az.
Voilà, donc ça va être bien. Venez à Nantes. Trop cool ce festival. C'est la dernière édition en plus, trop triste. Trop triste. Bon, moi je l'aurais fait au moins une fois parce que j'ai toujours voulu y aller. Et j'ai jamais été à Nantes, mais ça, vous vous en battez les. On appréciera les bruitages à la Tex Avery. Bon allez, j'étais à la caméra, ça suffit. Bisous.